Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La victoire d'Alexis Tsipras en Grèce. Pour la première fois, un parti de la gauche radicale arrive au pouvoir en Europe. Cette élection peut-elle donner des ailes aux opposants de l'austérité? Les dirigeants européens vont-ils rééchelonner la dette grecque? Analyse et débat dans ce journal. La réponse du gouvernement à la hausse du nombre de morts sur les routes. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, veut baisser le taux d'alcoolémie à titre expérimental de 0,5 à 0,2 grammes par litre de sang pour les nouveaux conducteurs. Le ministre veut aussi interdire les écouteurs et les oreillettes au volant. Jour J-1 avant le vote du Sénat sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Pour la première fois, le vote se fera grâce à une urne électronique. Les sénateurs devront se prononcer sur un texte largement modifié. Le détail dans un instant. Une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui en Grèce avec l'accession au pouvoir d'Alexis Tsipras. Fort de la victoire de son parti hier soir aux législatives, le leader de la gauche radicale a été désigné Premier ministre après avoir prêté serment auprès du président de la République. Comment cette victoire a-t-elle été accueillie en Europe? Va-t-elle enclencher une dynamique chez les opposants à l'austérité? Élément de réponse avec Paul Bouffard. Victoire en Grèce et peut-être une nouvelle ère politique pour l'Union européenne qui inquiète certains. Dans un tweet lapidaire, David Cameron affirme que l'élection grecque va renforcer l'incertitude économique en Europe. En Allemagne, pas de commentaire direct de la chancelière Merkel, juste son porte-parole qui somme la Grèce de tenir ses engagements. La Grèce a fourni dans les années passées de gros efforts pour faire les réformes et il est pour nous important que les mesures du nouveau gouvernement visent la poursuite de la reprise économique de la Grèce. Ce qui implique que les engagements pris soient respectés et que le nouveau gouvernement s'implique dans les réformes. La victoire grecque déstabilise le pacte pro-austérité en Europe, mais donne des ailes à la gauche. Un printemps européen pourrait s'emparer de l'Espagne. Le parti Podemos, porté par son dirigeant Pablo Iglesias, est au coude à coude dans les sondages avec le Parti populaire de droite. Nous pensons que c'est une bonne nouvelle pour le sud de l'Europe et que ça ouvre une nouvelle idée de l'Europe, basée sur la souveraineté du peuple, une souveraineté nationale et populaire. Dans le reste de l'Europe, Irlande, Portugal, Suède, les partis de gauche radicale ont aussi le vent en poupe après leur percée lors des européennes de 2014. En Italie comme en France, le succès de Syriza place les gouvernements sous la pression de leur propre gauche, auréolée de cette victoire. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon rêvait déjà d'un effet domino dans toute l'Europe. Et puis sachez que François Hollande a invité le nouveau Premier ministre grec Alexis Tsipras lors d'un entretien téléphonique à se rendre rapidement à Paris. François Hollande qui a par ailleurs rappelé que des engagements ont été pris et qu'ils doivent être tenus, car il faut dire que la restructuration de la dette grecque est dans tous les esprits. Syriza entend mettre un terme à l'austérité pour relancer la croissance. 12 milliards d'euros de mesures d'urgence doivent être prises, mais les négociations s'annoncent difficiles. Louis Sibyl. Le bras de fer commence. À peine élus, les premiers mots d'Alexis Tsipras sont encore une fois contre la politique d'austérité, avec l'Europe dans le collimateur. Notre victoire est à la fois une victoire pour tout le peuple européen, qui veut lutter contre l'austérité qui détruit notre futur européen commun. Ce qui fait trembler l'Europe, c'est son engagement de l'allègement de la dette. Elle atteint en Grèce 320 milliards d'euros, soit 175% du PIB, un record et un poids qui pèse sur le budget de l'État. Alexis Tsipras avait évoqué l'idée pendant sa campagne électorale de l'annuler en partie. Depuis, il est revenu sur sa parole et parle désormais d'une restructuration avec un nouvel échelonnement. Or, cette dette est surtout détenue par des créanciers publics étrangers. En tête, le Fonds monétaire international, le Fonds européen de stabilité financière et d'autres pays de la zone euro. Le patron de l'Eurogroupe, le groupe des ministres des Finances de la zone euro, s'est voulu diplomate cet après-midi. Nous avons déjà fait beaucoup pour alléger le fardeau de la dette grecque au cours des 2 dernières années en termes d'intérêt, de maturité, de la longueur des prêts. Nous avons toujours dit que nous allions continuer à travailler avec eux si la Grèce s'engage à ce que nous avons convenu avec eux. Respecter les engagements, le ton est donné. D'un côté, l'Europe refuse d'annuler la dette, de peur que d'autres pays le demandent aussi.
De l'autre, sortir de l'euro a été écarté par Alexis Tsipras. L'épreuve de force est délicate, mais les marges de manœuvre sont en réalité très faibles pour le Premier ministre. Augmentation du revenu minimum, baisse des impôts, transport gratuit pour les chômeurs, 13e mois pour les petites retraites. Alexis Tsipras a beaucoup promis pendant sa campagne. Son programme coûte 12 milliards d'euros. Il a besoin entre autres de crédits européens pour le financer. Les négociations s'annoncent longues et difficiles. Et pour décrypter les conséquences économiques de cette élection, notre invité ce soir, Roland Laskin, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Bourse. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'il faut craindre une restructuration de la dette grecque ? Alors craindre, en fait, c'est plutôt demander. Donc il faut bien voir de quoi on parle. Si, on vient de le dire, les Grecs ont 320 milliards de dettes. Pour rembourser ça, sans inflation, si on ne fait rien, il leur faut entre 50 et 60 ans. Voilà, donc ça c'est le cadre. À partir de là, on a vu que malheureusement les marges de manœuvre sont assez faibles parce que on a déjà donné du temps, on a réduit des taux. La Grèce actuellement officiellement emprunte à 8,75, c'est un taux très élevé. En réalité, le taux à laquelle l'Europe prête à la Grèce est bien plus inférieur, on est plutôt à 1,5. Donc en termes de taux, en termes de renégociation, les choses sont assez limitées. Ce qui sera probablement fait, ce sera un étalement dans le temps, mais ce sera très difficile, voire impossible, et on verra pourquoi, de réduire le montant de la dette. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs pays, il y a l'Irlande. L'Irlande a fait des efforts considérables, et vous avez vu que récemment, ils sont même prêts à rembourser leur dette par anticipation. Donc on ne va pas aux uns demander de rembourser par anticipation, et aux autres baisser la dette. Donc les Espagnols pourraient faire pareil, et les Portugais. Donc en fait, finalement, on a un les marchés couloir. ont peut-être tout intérêt à avoir un allègement de la dette grecque, puisqu'elle est jugée insoutenable par de nombreux experts. Alors, on va l'alléger sans le dire, en fait. On va reporter les échéances, les intérêts ne seront pas payés tout de suite, on va probablement également reporter le paiement du principal, mais tout devra être fait de façon à alléger effectivement ce fardeau, mais de ne pas donner l'impression que le fait d'avoir, justement, il y a d'autres élections en Europe, c'est pas parce qu'il y a un parti d'extrême gauche qui a été élu que du jour au lendemain, on va supprimer la dette, donc ça on peut pas travailler comme ça. Donc on va de façon, si les engagements sont tenus, les engagements c'est pas une austérité terrible, c'est au moins s'attaquer à la restructuration du marché du travail, au problème de la dette publique et des fonctionnaires. Si on est dans une bonne entente européenne, on va pouvoir trouver un compromis. Mais encore une fois, vous y croyez, cette bonne entente européenne sur le cas grec, si on peut dire ? Je crois que c'est un peu du donnant-donnant. On a vu que le gouvernement qui vient d'être élu a besoin de 12 milliards d'euros. Il faut savoir qu'il n'a pas le début du commencement de cette somme. Donc il y aura des rendez-vous à partir de la fin du mois de janvier, le 12 février, avec le FMI, avec l'Europe, et surtout la BCE. Donc en fait, je crois que l'un et l'autre vont se tenir par la barbichette et je crois que tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Vous évoquiez effectivement à l'instant l'Irlande ou encore le Portugal. Est-ce que ces pays pourraient être tentés également de demander un nouveau délai de paiement à leur tour sur la question de la dette ? Alors l'Irlande c'est intéressant parce qu'ils sont redressés très très vite et non seulement ils ne demandent pas de délai mais ils ont indiqué il y a une quinzaine de jours qu'ils étaient prêts à rembourser par anticipation. On sait vraiment le bon élève. En revanche le Portugal qui est endetté à 130%, qui a beaucoup de difficultés avec la croissance pourra demander également un délai. Encore une fois on parle de délai, on parle de taux, on parle de report mais jamais, et les Allemands sont très clairs là-dessus, ils ont raison, il est question de réduire le montant nominal de la dette. Eh bien, merci Roland Laskin d'avoir été notre invité ce soir. En bref, François Hollande tiendra sa 5e grande conférence de presse semestrielle le 5 février prochain. Ce sera à 11h à l'Élysée. Selon la présidence, ce sera l'occasion de revenir sur les événements dramatiques du mois de janvier et sur leur suite, mais aussi de rappeler les priorités de l'année 2015 à la lumière de ces événements. Le corps d'Hervé Gourdel, enlevé puis décapité en septembre par des djihadistes algériens, a été rapatrié en France cet après-midi. Sa dépouille avait été retrouvée il y a 11 jours en Kabylie. Du côté de l'enquête, un Algérien, membre présumé du groupe terroriste, a été arrêté au Maroc hier soir. Une deuxième personne est encore à identifier.
L'affaire Bettencourt devant la justice à Bordeaux. Le tribunal correctionnel va devoir dire si l'héritière de L'Oréal, une des femmes les plus riches du monde, a été victime de son entourage. À la barre 10 prévenus, dont l'ancien ministre Éric Woerth et le photographe François-Marie Bagné. Un premier jour d'audience marqué par la tentative de suicide d'Alain Turin, l'ancien infirmier de la milliardaire qui est hospitalisé entre la vie et la mort. Pauline Dame. C'est un procès sous haute tension pour un feuilleton politico-financier hors norme. Sur le banc des accusés, des intimes, des employés, mais aussi des politiques comme Éric Woerth. Tout commence il y a 8 ans par une guerre familiale. Au cœur du dossier, Liliane Bettencourt, une milliardaire vulnérable, sa fille et un ami photographe, François-Marie Bagné. Il est soupçonné d'avoir touché des centaines de millions d'euros sous forme de dons et d'œuvres d'art. 3 ans plus tard, l'affaire devient politique. La presse divulgue des enregistrements pirates réalisés par l'ex-majordome de Liliane Bettencourt. On y entend Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune de la milliardaire, évoquer des opérations financières douteuses. Des noms circulent, parmi lesquels Éric Woerth, alors ministre du Budget et trésorier de l'UMP. Claire Thibout, la comptable de Liliane Bettencourt, affirme qu'il a reçu 150 000 € en liquide pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais en novembre dernier, elle est mise en examen pour faux témoignage. Poursuivi pour recel, Éric Woerth encourt 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Nicolas Sarkozy bénéficie quant à lui d'un non-lieu. Une saga rocambolesque et un procès qui devrait l'être tout autant. Dernier coup de théâtre ce matin, avec l'annonce de la tentative de suicide de l'ex-infirmier de la milliardaire et le report du procès à demain matin. En bref, un incendie d'origine accidentelle s'est déclaré dans la maison de Jean-Marie Le Pen à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Le président d'honneur du Front National a été légèrement blessé au visage en voulant échapper aux flammes. Le feu aurait pris dans le conduit de la cheminée sur laquelle travaillait un ouvrier. C'est vendredi que le Sénat a achevé la première lecture du projet de loi destiné à définir qui fait quoi entre les territoires. Le vote solennel aura lieu demain. Un vote électronique, salle des conférences, une première que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur Public Sénat dès 16h30. Le texte a été largement amendé par les sénateurs. Retour sur les apports et les modifications du Sénat avec Faustine Saint-Geniès et Quentin Calmet. On attendait un grand chambardement, c'est finalement une réforme timide. Le projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, devait redistribuer les compétences. Qu'en est-il ? Concernant les régions, le gouvernement et les sénateurs disent oui à des compétences élargies, développement économique, innovation ou encore coordination des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle. Mais pas question de leur laisser les collèges, ni les transports scolaires ou la voirie départementale. Il reste au département. Certains, y compris dans la majorité au Sénat, dénoncent une occasion ratée. Mais je pense qu'ils ont tort de s'arc-bouter sur tout. Parce que ça donne une image, au fond, qui n'est pas positive et qui n'est pas suffisamment, qui montre pas suffisamment qu'ils ont besoin de la réforme. Les départements gardent donc collèges, transports scolaires, voiries et se voient confortés dans leur rôle de garant des solidarités sociales et territoriales, avec notamment la gestion du RSA. Enfin, pas touche non plus aux intercommunalités. Le gouvernement voulait augmenter le seuil minimal des intercos à 20 000 habitants. Hors de question pour les sénateurs de la majorité, le seuil restera à 5 000 habitants. Dire à un moment donné, il faut que tout le monde ait le même chiffre, c'est stupide. La loi du nombre, c'est la loi de la sottise. Ce qui est important, c'est le bassin de vie. Ce qui est important, ce sont les femmes et les hommes. Les intercommunalités doivent être des périmètres de vie. Aux grandes dames du gouvernement et de l'opposition au Sénat. Et ne toucher à rien est une très mauvaise solution parce qu'on sait qu'aujourd'hui nos concitoyens attendent des services, attendent des collectivités qui soient dynamiques et que des petites intercommunalités n'ont pas les moyens ni d'offrir les services ni d'assurer le développement de leur territoire. Les sénateurs doivent prendre part demain à un vote solennel sur l'ensemble du texte. Un nouveau sénateur va venir grossir les rangs du groupe UDI-UC du Sénat. Olivier Cigolotia a été élu hier sénateur de la Haute-Loire avec 71% des voix. Il succède ainsi à un autre centriste, Jean Boyer, qui a démissionné de son mandat de sénateur le 3 novembre dernier.
Alors que le nombre de morts sur les routes a augmenté de 3,7% en 2014, avec 3 388 personnes tuées, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a dévoilé de nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité routière. Le taux légal d'alcoolémie sera abaissé à titre expérimental de 0,5 à 0,2 grammes par litre de sang pour les nouveaux conducteurs. Et les oreillettes, casques et écouteurs au volant vont être interdits pour améliorer l'attention des conducteurs. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à cette nouvelle donne en Europe après la victoire de la gauche radicale en Grèce avec nos invités ce soir sur ce plateau. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste de Paris, merci d'être avec nous. Face à vous sur ce plateau, Jean Bizet, bonsoir. Un sénateur UMP de la Manche, vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Marie-Noëlle Lienemann, cette victoire prévisible en Grèce, est-elle une bonne nouvelle pour l'Europe ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça consolide l'exigence de réorientation des politiques européennes, de sortir de l'espèce de logique d'austérité qui s'est installée maintenant depuis très longtemps mais qui était accélérée après la crise financière et sans doute de réfléchir à une nouvelle feuille de route de sortie de crise. C'est évidemment un problème majeur pour la Grèce, mais c'est un problème pour toute l'Europe parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec une très faible consommation intérieure, des menaces de déflation, un affaiblissement de notre continent sur la scène mondiale. Et donc là, je crois qu'il est fondamental que la France, et François Hollande qui a été élu sur la réorientation, prennent une initiative pour consolider cette victoire de Syriza et pour lui donner une dimension réellement européenne. Jean Bizet, est-ce que vous partagez cette analyse faite par Marie-Noëlle Lienemann? Est-ce que la victoire de Syriza en Grèce doit contraindre l'Europe à une réorientation? Non, je ne partage pas du tout, ce qui ne sera pas une surprise, l'analyse de ma collègue, pour plusieurs raisons. La première, c'est que personne, je dirais, n'oublie que lorsque l'Union européenne a accueilli en son sein la Grèce, on savait très bien que les comptes, entre guillemets, étaient trafiqués et que l'Union européenne a joué plutôt la politique, la cohésion et l'accueil et que ce faisant, si vous voulez, elle a mis sous perfusion et aidé la Grèce. La Grèce qui était un État, qui reste un État désorganisé, où il n'y a pas de cohésion sociale, un État fort à l'adresse des faibles et un État faible à l'adresse des forts. Alors c'est vrai qu'il y a des drames sociaux importants en Grèce, avec 25% de chômage, 23% de la population pratiquement sous le seuil de pauvreté, mais ça, ce n'est pas la faute de l'Europe. L'Europe, elle maintient également au travers des fonds structurels et un certain nombre, je dirais, de politiques, pratiquement, la Grèce à hauteur d'un solde budgétaire net de 5,5 milliards d'euros par an. Bon. Donc, ne faisons pas de reproches à la Grèce. Et la main qui a été tendue essentiellement par les États, au travers du mécanisme européen de stabilité, l'Allemagne et la France, il faudra bien que le vainqueur de cette élection respecte ses engagements. Justement, c'est ce qu'a dit François Hollande concernant une éventuelle renégociation de la dette grecque. Des engagements ont été pris, ils doivent être tenus. Est-ce que le chef de l'État on a pris des engagements, on ne les tient pas. Alors, il faudrait peut-être quand même balayer devant notre porte, mais moi, ces engagements, je ne les trouve pas bons. Le fond du problème, c'est que ces engagements sont contestables. D'abord, ils sont contestables parce que le pacte de stabilité qui a été élaboré en 2000, en 98, et confirmé en 98, ce pacte de stabilité, il est gravé dans le marbre avec des petits ajustements en fonction des circonstances. C'est la négation même d'une démocratie qui intervient sur les grands choix économiques pour parfois relancer la mécanique européenne et parfois, évidemment, quand la croissance est là, combler les déficits et l'endettement. Donc cette stratégie-là est très mauvaise pour l'Europe. On a connu la plus longue période de faible croissance de notre continent dans son histoire. Les inégalités à l'intérieur de l'Europe se sont accrues. Et il n'y a pas que la Grèce qui est en difficulté. D'ailleurs, M. Tsipras, dans son programme, est un des rares à s'attaquer réellement à ce que vous dites, à savoir un État désorganisé, des inégalités sociales et des oligarchies que la Commission européenne a largement consolidé par le passé. Donc, à partir de ce moment-là, il y a évidemment des choses qui sont liées à la Grèce, mais il y a aussi des choix macroéconomiques et sociaux. Et je rappelle que les Français avaient voté majoritairement non au traité constitutionnel
contestant déjà cette théorie du libre-échange généralisé, sans règles, dumping, etc. Je rappelle que François Hollande a été élu par les Français pour réorienter la construction européenne dans l'esprit de la croissance et refuser cette austérité. Je pense qu'il faut reprendre le bâton de pèlerin, mettre tout sur la table. Peut-être une réaction. Est-ce que dans ce contexte, les revendications de Syriza peuvent trouver une oreille attentive de la part de Bruxelles? On n'est pas surpris du succès de M. Syriza, pour la bonne raison, c'est que quand on dit à des électeurs « je vais augmenter les minima sociaux, je vais baisser l'âge de départ à la retraite, et puis la sécurité sociale pour tout le monde », il est bien évident que vous avez de quoi séduire les électeurs. Ceci dit, il va y avoir des lendemains qui vont déchanter. Hein. Quand M. Syriza dit je rembourserai, je rembourserai les dettes contractées près du FMI, il le sait bien, le FMI ne fera aucun cadeau. Mais quand il dit, avec beaucoup, je dirais, d'hypocrisie, je veux renégocier la dette, ce sont des prêts bilatéraux à l'adresse des États, essentiellement l'Allemagne et la France. Or, ça a déjà été très clairement et très nettement, je dirais, renégocié par son prédécesseur, M. Samaras. Et quand on dit qu'on veut renégocier au-delà de 30 ans, ça veut dire qu'on ne paiera pas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Français, les Allemands aussi, mais les Français, les prêts, ces prêts bilatéraux n'ont rien coûté à nos concitoyens. C'est simplement une caution, une signature. Et je suis surpris de voir M. Mélenchon, le poing levé et la mèche rebelle, disant qu'il est très joyeux, qu'il est très content du résultat. Ceci dit, est-ce qu'il a bien compris que si la Grèce fait défaut, c'est 700 € qu'il faudra prendre dans la poche de chaque Français. Et c'est ensuite... Vous confirmez ce chiffre? C'est un minimum. Nous avons s'il y a un délai de paiement... de 48 milliards d'euros. Pour la dette grecque, ça va coûter 700 € français, ce que dit Jean Bizet. Arrêtons l'hypocrisie. Tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre ce qui doit être apuré, ce qui doit être renégocié, ce qui doit être remboursé. Je constate plusieurs choses. Parce qu'il n'a pas trop promis, Alexis Attendez, Tsipras, oui, ça c'est clair. Continuez à ne pas manger à votre faim, continuez à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Voilà l'horizon que la belle Europe vous propose. Si vous pensez que c'est comme ça, les peuples ont besoin de leur dignité et on ne peut pas demander aux plus faibles de survivre. C'est pas comme ça qu'on va remonter un pays. Nous avons intérêt à ce que la Grèce sorte de la crise. Nous y avons intérêt pour l'euro, nous y avons intérêt pour notre commerce commercial, pour nos équilibres commerciaux, nous avons intérêt pour la consolidation politique de la Grèce. Je rappelle à nos amis allemands, toujours bons donneurs de leçons, on n'a pas eu peur en 1953 d'annuler la dette allemande. Parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Après-guerre. Oui, en 53, on était déjà quand même 45, 53. C'est une autre époque. Chaque époque non, mais a sa attendez, vérité, mes chers collègues. Oui, justement, chaque époque a sa vérité. Quand les Allemands sont faibles, il faut les aider. Quand ils sont forts, ils ne veulent pas aider les autres. Au bout d'un moment, calmos. Quant à nous, Français, nous avons intérêt à ce qu'il y ait effectivement la Grèce sorte de l'euro. Et nous avons intérêt à cette réorientation, pas sorte de l'euro, sorte de la crise. Nous avons intérêt à cette réorientation, notamment sur le pacte de stabilité, qui est une absurdité. Nous avons besoin d'une politique de relance. Signée par M. Hollande. Mais c'est bien ce que je vous reproche, car je vous rappelle qu'il avait promis aux Français qu'on ne signerait pas. Absolument, je ne vous le fais pas dire. Le TSCG, il a menti. Non, il n'a pas menti, il n'a pas trouvé... Par omission peut-être, par méconnaissance du sujet. Je ne crois pas. Il n'a considéré qu'il n'avait pas le rapport de force vis-à-vis de Mme Merkel. Mais aujourd'hui, il ne peut pas le dire, le président Hollande. Aujourd'hui, il a un allié, et il n'a pas que cet allié, car on voit bien que dans toute l'Europe du Sud, il y a des mouvements de contestation profonde, et que dans l'Europe du Nord, ce qui se passe est plutôt alarmant, parce que là, c'est même pas un peu trop à gauche, ou etc., c'est des mouvements d'extrême droite qui sont en train d'augmenter. Alors, si Mme Merkel ne veut pas céder, de toute façon, elle n'est pas toute seule à décider, et la France a suffisamment de poids pour dire, par exemple, moratoire sur le pacte de stabilité. C'est un revers, une défaite pour la chancelière? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, ce sont des messages qui sont adressés. Mais je vous donne... Ils doivent être entendus. Ils doivent être entendus, nous sommes bien d'accord. Parce que c'est vrai que la dignité des peuples, la souffrance des peuples, on ne peut pas en faire abstraction. Et c'est ça qui me rapproche, dans un certain sens, de ma collègue. Ceci étant, donnons-nous rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois. On va voir les promesses de monsieur... comment dirais-je? J'ai du mal avec ça. Alexis Tsipras.
Et puis la réalité, si vous voulez. C'est facile de se faire élire. Moi je crois que cette victoire, c'est facile de se faire élire sur des relents populistes. Quand on a tous les puissants de votre côté, quand on avait Samatras, quand il avait tous les grands lobbies financiers, plus l'Union européenne, plus le FMI, qui menaçaient les peuples en leur disant « les gars, sinon c'est le chaos ». Jean Bizet, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que si on ne réduit pas ce fardeau que représente cette dette pour la Grèce, ça risque aussi d'accroître peut-être la défiance envers les dirigeants européens aujourd'hui. Un pays qui ne respecte pas ses engagements et sa parole sera immanquablement mis au banc de la communauté financière internationale. Et puis, on verra bien ce que ça va donner sa parole, faut faire un nouvel accord. en Espagne, au Portugal ou en Irlande. Mais regardez quand même, vous avez des pays tels que l'Irlande qui s'en sont tirés en se serrant la ceinture. C'est difficile, on est bien d'accord. Mais moi, je crois que ce n'est pas avec davantage et du laxisme, encore de laxisme, qu'on réglera le problème. Et je suis tout à fait d'accord, c'est que les gouvernements qui se sont succédés en Grèce depuis un certain nombre d'années n'ont pas été à la hauteur du problème. N'ont pas été à la hauteur du problème. Et le seul point positif que j'ai noté dans les propos de M. Tsipras, c'est qu'il n'est pas contre les réformes. Mais alors, il y a une dualité de langage et de propos. Il n'est pas contre les réformes, mais il abaisse l'âge de la retraite de 67 à 62, il crée 300 000 emplois et il augmente les minima sociaux. Marie-Noëlle Lienemann, on a parlé de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne. Le Portugal, ça va très très mal au Portugal. Oui, justement, est-ce que vous pensez qu'on va assister à un printemps européen? Ça, je ne sais pas du tout ce que les peuples vont voter. Moi, je ne lis pas dans le mar de café. Ce que je sais, c'est que la défiance par rapport à la ligne de politique d'austérité de l'Europe, dans notre propre pays, quand on voit le score qu'ont fait les partis traditionnels qui sont là derrière la Commission, Mme Merkel, on ne peut pas dire que le pays adhère. Moi, je veux bien qu'on nous explique que les réformes, c'est le recul social à fond la caisse, qu'on soit, et que Tsipras propose des réformes qui sont une réforme fiscale, réorganiser l'État, mettre des cadastres, vérifier à ce qu'on soit à des gens qu'on aille chercher l'impôt contre l'évasion fiscale, parce que tous les gens là, que la Commission a couvert, c'était quand même des gens qui a couvert... Oui, enfin je m'excuse, il les a quand même bien soutenus, la Commission, elle les a bien soutenus. Alors cela dit, par rapport à cela, ce qui est important dans la période, c'est qu'on ne joue pas la défaite de la Grèce. Ce qu'on doit faire, c'est le dialogue, ne pas se mettre dans une situation où tout est fait. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, Mme Merkel, vous avez mal le truc, on ne bougera pas. La banque centrale, on ne bougera pas. C'est une posture avant le début des négociations. Mais moi, je le dis, la France doit dire, l'Europe doit bouger. Elle doit faire des propositions avec les Grecs pour une réorientation de l'Europe au service de tous les Européens. Il y aura ce dialogue entre les dirigeants de l'Europe et la Grèce. C'est le message que je voudrais retenir justement de ces élections de dimanche dernier. C'est que, sans vouloir être provocateur, mais en essayant d'être synthétique, excite la Troïka, mais bienvenue au quartet. C'est-à-dire qu'il faut mettre le peuple grec autour de la table de négociation, entre guillemets, et leur dire véritablement toute la vérité, et que leurs ressortissants, leurs représentants, leur disent également la vérité. Parce que depuis un certain nombre d'années, il y a quand même eu un peu plus de 300 milliards d'aides de l'ensemble de la communauté internationale. Et quand Mme Lienemann dit... Un discours de vérité, ce sera le mot de la fin. Merci, il n'y a toujours pas de cadastre. Merci, c'est vrai. Lienemann. C'est tard, hein, c'est tard. Merci, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk qui reçoit ce soir François Chérec, l'ancien numéro 1 de la CFDT, qui a remis aujourd'hui au Premier ministre Manuel Valls une évaluation du plan de lutte contre la pauvreté. Bonne soirée et à demain.